Une petite mot un petit peu plus rapide pour préciser un petit peu sur la précontrainte sur les ponts, qui est essentiellement de la précontrainte post-précontrainte et non pas par fil adhérent. On en a, si, on en a, mais sur des ponts à poutres par exemple, préfabriqués, où là on va éventuellement utiliser de la précontrainte par fil adhérent. Le principe de base défini par Freycinet, c'était de constater que le béton ne résiste pas du tout à la traction, très très peu, hein, sur un béton à 25 mégapascales. Juste pour votre information, hein, un béton pour les ouvrages d'art, c'est quand même 40 mégapascales, voire 60 mégapascales. Mais un béton à 25 mégapascales, grosso modo, en traction, ça résiste à 2,4 mégapascales. Autant dire que du coup, dans le béton armé, on ne s'en sert pas de cette pseudo-résistance. Et donc, on part du principe, au départ, que pour un élément qui est fléchi, on a une partie de la nervure supérieure qui est comprimée et la nervure inférieure qui est tendue. Or, dans le cas du béton armé, on remplace le béton tendu par les sections d'acier pour reprendre les efforts. Et Freycinet est parti sur l'idée du principe de la superposition, de dire ben voilà, j'ai un diagramme triangulaire qui correspond en fait à la flexion, je vais lui superposer une compression de façon à obtenir toujours du béton qui sera comprimé. Voilà le principe de base structurellement, d'un point de vue RDM, du béton précontraint. Et on verra qu'il y a d'autres utilisations justement de cette précontrainte dans le cas des ponts. Pour travailler la précontrainte en prétension, il va falloir mettre en place nos armatures, les mettre en tension les câbles, couler le béton et ensuite on viendra, une fois que le béton aura fait suffisamment prise, on viendra détendre les câbles et on mettra en compression. C'est l'exemple pour les prédales et c'est toujours le cas aussi pour un certain nombre d'ouvrages en béton précontraint, fabrication en usine. On va même accélérer la plupart du temps la prise du béton en chauffant le béton, ce qui permet, on va étuver le béton plus précisément, ce qui va permettre d'accélérer la prise, puisque je rappelle que le béton est une réaction chimique exothermique, donc quand je chauffe, j'accélère la prise, quand je refroidis, je ralentis la prise. Vous savez que par exemple, dans certains pays, comme à La Réunion par exemple, il faut utiliser de la glace pour refroidir le béton, sinon votre béton prend beaucoup trop vite. Alors l'avantage de cette technique, c'est qu'elle est rapide, simple. Comme tout se fait en usine, c'est relativement bien maîtrisé au niveau de la fabrication. Et on a une bonne protection des armatures précontraintes grâce à un enrobage qui est mieux maîtrisé dans ces cas-là. Le problème, c'est que lorsqu'on travaille comme ça, c'est que vous avez une nappe d'acier qui est tendue, qui comprime le béton, mais dont la hauteur ne varie pas. Or, nous, on a des courbes de moment de flexion qui ont des formes paraboliques, et donc par conséquent, ça serait intéressant pour nous de monter ou descendre ces câbles de précontrainte, parce que à certains moments, notamment sur les appuis, vous avez une inversion de votre moment de flexion. Et ça, c'est pas bon. Notamment, c'est pas bon du tout de poser une poutre sur un appui intermédiaire. Hein, essayez avec une dalle volaire. Si vous la mettez sur un appui intermédiaire qui n'était pas prévu initialement, elle cassera à cause de cette inversion de moment de flexion. J'ai vu d'ailleurs sur des ouvrages que pour remplacer des poutres précontraintes à l'origine, ils renversaient les poutres après avoir enlevé le tablier, ils renversaient les poutres et elles se cassaient toutes seules sous l'effet de la précontrainte justement, puisqu'on inversait le sens de la flexion pour la poutre. Donc c'est un bien, mais c'est pas forcément la panacée pour le coût. Donc reste aussi un problème, c'est le transport. Parce que quand vous avez des ouvrages qui sont de grandes dimensions, c'est pas forcément facile à transporter. Vous l'avez vu pour les voussoirs, c'est du transport exceptionnel.
Et puis un autre souci que l'on a, c'est que une fois que le béton a fait sa prise, on ne peut plus retendre les aciers. Or, les aciers fluent avec le temps. Certains, après les premiers ouvrages en béton précontraint, en ont fait un petit peu les frais. L'un des tout premiers, j'ai pas eu l'occasion, mais un de mes enseignants en béton armé, qui avait suivi justement les travaux et le vieillissement de ce premier pont, nous racontait, et c'est le cas pour le pont de Torcarville en l'occurrence aussi, lorsque les camions passaient sur le pont, ils avaient la possibilité de passer un stabilo. Bon, vous mettez pas les doigts, hein, parce que quand le camion est passé, ça vous écraserait les doigts, mais ils arrivaient à passer entre les voussoirs un stabilo. Donc vous voyez que le fluage, c'est quelque chose qui peut vite dégrader votre pont si on n'a pas la possibilité de retendre les aciers ou de rajouter des aciers de précontrainte. Donc voilà un petit exemple ici pour des poutres préfabriquées, hein, par exemple ici. Alors c'est systématiquement des taurons, hein, pour des raisons de sécurité, hein, tout simplement. Alors c'est pas aussi gros que les câbles porteurs, hein, ou des suspentes, mais ce sont systématiquement des taurons qui seront utilisés pour des raisons de sécurité. Et d'ailleurs dans les usines, dans certains cas, c'est automatisé pour les prénales pour éviter justement tout incident sur les opérations. Alors on peut voir ici, vous voyez les petits cônes qui sont là, c'est ce qui va permettre en fait de serrer. C'est-à-dire que vous avez un vérin, on verra sur la poste précontrainte comment ça fonctionne, et en fait ce sont des cônes qui viennent serrer le câble, ce qui permet comme ça de précontraindre et de maintenir tendu. Après derrière il suffit de retirer ici dans notre cas, de retirer sur le câble, d'enlever ce cône et de relâcher la tension dans le câble pour mettre en compression le béton. Donc ça se fait pour les ponts à poutres par exemple, avec des poutres préfabriquées sur lesquelles on coulera ensuite le tablier. La post-tension, c'est un petit peu différent. Le principe de base est de mettre en traction les câbles a posteriori. Donc on va laisser, on le voit un petit peu sur la photo, on va laisser une gaine. Cette gaine, alors il n'y en a pas qu'une, hein, en réalité, il y en a plusieurs. On va laisser cette gaine à l'intérieur du béton, on va la ligaturer sur les cages d'armature, de façon en fait à monter ou descendre l'endroit où on exerce la précontrainte, ce qui permet comme ça d'être un peu plus proche de la courbe de moment de flexion, et notamment sur les inversions de moment de flexion, de pouvoir reprendre la flexion inversée. Donc généralement, c'est en bas de la poutre en milieu de travée, c'est là où vous avez les moments de flexion à reprendre, et on remonte sur les appuis, de façon à éviter qu'il y ait trop de compression aussi sur les appuis. Donc ça c'est le principe de base. Donc on met en place ces gaines et on viendra ensuite tendre les aciers, donc un ancrage d'un côté et de l'autre côté un vérin qui va permettre d'ancrer de mettre en tension les aciers. Une fois qu'on aura bétonné, on aura juste à enfiler les gaines. Mais par contre, il faudra faire très attention puisque il y a un risque de corrosion de nos aciers à l'intérieur du béton. Et donc, on va voir qu'on vient injecter de la graisse ou un coulis de mortier pour travailler. L'avantage de la graisse ou de la résine, c'est que généralement on peut retendre derrière ces câbles de précontrainte. On peut venir a posteriori quand on en a la possibilité pour retendre nos câbles, ce qui n'est pas le cas avec les premières techniques où on utilisait justement des coulis de bâtonnets de ciment par exemple pour injecter, pour créer l'enrobage autour des aciers, mais avec le fluage. Je vous refais pas le petit discours de tout à l'heure.
Donc là, ici, on voit justement des gaines d'ancrage. Alors, ce que vous voyez, en fait, c'est la tête de la tulipe. Donc, lorsque vous avez une gaine, vous avez donc ce qu'on appelle la tulipe. Donc, c'est la partie qui se situe donc, juste derrière. Donc, la platine qui sera apparente avec la tête de précontrainte qui se situe à l'extérieur de la partie béton. Donc là, en l'occurrence, elle se situera de l'autre côté, hein, pour ici. Et on vient venir, on les voit ici, on vient enfiler les gaines à l'intérieur. Tout autour, il faudra impérativement fretter parce que vous imaginez bien que la pression qu'on va exercer sur la surface de béton, malgré la platine qui est dans le béton, va faire qu'on exerce une pression très importante et on retrouve notre effet marshmallow avec un gonflement du béton et un risque d'éclater le béton autour de la zone. Donc autour de la gaine, on mettra un acier de façon à généralement une spirale qui permet de fretter le béton autour de la naissance de la tulipe de notre ouvrage. Et puis, donc à l'intérieur, on enfilera nos gaines. Donc on voit ici nos taurons qui traversent la tête. Donc on la voit ici, hein, de ce côté-ci. On va enfiler et on voit ici le mors qui va servir à maintenir la tension dans l'acier. Donc on enfile dans cette tête d'ancrage avec quelques exemples ici. Donc tout à l'heure, je vous parlais de trompette. Vous voyez le premier tube qui est ici. Et on voit ce fameux acier de fretage qui est ici, là. En l'occurrence, c'est une spirale. Et on voit à l'intérieur les câbles, la tête, le pot qui va être très important. Ce pot, c'est ce qui va nous permettre derrière de protéger parce que il faut injecter cette résine ou la graisse à l'intérieur de la gaine pour protéger de la corrosion. Mais c'est vrai aussi au niveau de la tête. Et donc le pot permet de fermer et d'obturer. On va pouvoir ainsi, comme ça, protéger la tête. Vous voyez ici, une tête d'injection et ensuite un évent pour permettre de vérifier que l'on a bien injecté sur la totalité de la profondeur et que on va laisser qu'il n'y a plus de bulles d'air à l'intérieur de la gaine. Donc voilà des exemples de chez Fraissinet de mémoire de systèmes de précontrainte avec leurs tulipes, etc. Donc on va utiliser des vérins. Donc voilà un exemple de vérin. Voici schématiquement le principe de fonctionnement. L'idée c'est que a posteriori on viendra donc tendre avec un vérin. Donc ce que vous avez en noir ici c'est le vérin et il va mettre en tension en emmenant ici la platine, le bloc arrière avec les clavettes auxiliaires. Donc ce sont les morts, hein, qui sont les clavettes auxiliaires. Donc on va pousser, on va tirer dessus et devant on va pouvoir comme ça repousser la tête d'ancrage sur son appui et remettre les morts en place pour bloquer le retrait. C'est-à-dire que quand on viendra ensuite détendre, eh bien, les câbles resteront tendus dans le béton. Donc on a ici un petit synoptique des différentes phases et le mieux ce sera de vous montrer la vidéo que j'ai prévue à cet effet sur le principe. Alors il y a un petit problème quand même dans cette histoire, c'est que vous imaginez bien que le vérin derrière, ça prend de la place, notamment sur les PCI-DP par exemple. Donc ça peut poser des problèmes d'emplacement. Donc là, ici, on voit à l'intérieur d'un voussoir béton des câbles de précontrainte qui ont été installés. Il y en a d'autres qui sont prévus, hein. Ça, c'est parce qu'on est ici sur de l'encorbellement. Et donc, ils sont placés en partie supérieure pour pouvoir maintenir le fléau en place. Donc c'est ce qui permet comme ça du coup d'avoir des portées plus importantes. Donc là, on est vraiment sur une technique d'encorbellement avec des aciers de précontrainte qui ne sont pas simplement là pour reprendre les efforts, mais aussi pour supporter le fléau.
On s'en sert aussi derrière pour parfois réaliser l'assemblage des différents éléments préfabriqués. C'est généralement les trous qui sont en dessous qui servent dans ces cas-là, mais on reviendra sur un schéma pour vous expliquer ça. Au niveau de la cotation, on va par exemple mettre un 12T3, c'est-à-dire qu'on utilisera 12 taurons de Phi 13 donc c'est le diamètre extérieur, hein, un peu comme les aciers HA. Donc la tête contient ici 12 câbles, 12 taurons d'un diamètre de 13. Plus le diamètre sera important, plus vous pourrez reprendre des forces, c'est une évidence. Voyons justement ces différentes notions. Donc là, ici, de la précontrainte provisoire pour les fléaux. Donc, vous voyez, on a des câbles de précontrainte qui sont placés sur la partie supérieure. Donc, généralement, dans la partie qui se situe ici. Ce qui permet, comme ça, de pouvoir mettre en tension et de maintenir le fléau. Ça contrebalance la flexion. Par contre, quand on va avoir réalisé le clavetage, à ce moment-là, ça sera un petit peu différent. Et là, il faudra utiliser d'autres câbles qui seront plus sur la partie inférieure et qui remonteront sur les appuis de façon à reprendre les moments de flexion, à diminuer la déformée du tablier. Donc là, ici, on a un petit exemple. Et puis, vous avez donc, lorsque l'on utilise des voussoirs préfabriqués, à ce moment-là, on a besoin aussi de garder l'assemblage, c'est-à-dire d'éviter justement que les voussoirs s'écartent de trop les uns des autres. Donc on a besoin de cette précontrainte qui, elle, est au-dessus et en dessous dans ces cas-là, parce que c'est souvent en encorbellement aussi. Mais si on fait par exemple des ponts lancés, on va précontraindre aussi la partie inférieure pour assembler nos ouvrages. Donc vous voyez, une précontrainte, pas simplement pour reprendre les moments de flexion, mais aussi pour les phases provisoires ou l'assemblage des différents éléments. Ici, on a un petit exemple. Donc là, j'ai été piquer ça à mes collègues des Glotons, en l'occurrence, où ils ont fait un joli reportage, justement. On voit bien, justement, la tête avec les morts. On voit les câbles d'acier, donc les taurons qui sont ici, le fameux vérin qui va permettre de les mettre en tension. Et vous voyez ici, donc là ici c'est ce qu'on appelle un PICDP, un pont passage supérieur-inférieur à dalle précontrainte. Et on a plusieurs câbles qui sont à l'intérieur de la dalle. Là, les pots ont été installés et on voit les évents. Donc là, ici, on a la tête qui va permettre d'injecter la graisse à l'intérieur de la gaine pour limiter les problèmes de corrosion. Et on va avoir ici un évent qui permettra de contrôler que la graisse est bien répartie, c'est-à-dire qu'on va injecter jusqu'à ce que, c'est un peu comme lorsque on purge un circuit de freinage, on va enlever les bulles d'air qui pourraient être encore piégées à l'intérieur et donc on laisse couler de façon à ce que on ait bien rempli la gaine de graisse ou de coulis de mortier ou de matonite ciment. Donc là ici, vous avez même le phasage hein, qui est indiqué. Et ce que vous avez là ici, c'est le mur garde-grève. C'est le mur garde-grève parce que j'ai besoin de la place. Vous voyez ici, on repère la forme en dents des câbles de précontrainte. Donc là ici, vous avez les pots qui ont été ensuite noyés dans le béton hein, pour le coup, pour maintenir aussi le souffle. Et on a le mur garde-grève qui a été réalisé après, a posteriori, parce que on ne pouvait pas les laisser pendant les phases de mise en précontrainte. Mais il est bien là et on est venu ensuite remblayer derrière. Hein. Je vous ai dit que c'était un mur de soutènement pour empêcher en fait le remblai de venir s'infiltrer et retenir le remblai qui se situe derrière. Alors pour illustrer tout ça, un petit exemple, une vidéo très bien faite. J'ai assez peu retouché la vidéo concernant un pont qui a été réalisé en Iran avec de la précontrainte. Donc on voit ici le tablier du pont avec ses piles marteau.
Il a été réalisé à l'aide de voussoirs qui ont été posés à l'aide d'une poutre de lancement. Je vous avoue, j'ai un petit peu accéléré la vitesse pour cette étape-là. Et donc ensuite sont venus, c'est la mise en œuvre des câbles de précontrainte. Donc on voit ici ces câbles de précontrainte qui sont en blanc et on voit que pour faire varier l'effort repris, ben on a ça monte et ça descend. Donc là on voit le pot et ensuite ici les torons qui reprennent les efforts de flexion en comprimant le béton, puisque c'est le principe. Ici, on va avoir en violet les morts qui permettent de tenir tendus les câbles, et en bleu, vous aviez la tête qui s'appuie sur la platine d'appui de la tulipe. Et à l'intérieur des voussoirs, pour pouvoir guider les câbles de précontrainte, on a donc des guides en béton qui servent de raidisseur en même temps et qui permettent ainsi de pouvoir monter et descendre en faisant passer à travers des guides à partir des raidisseurs, ce qui permet comme ça d'augmenter la valeur de compression et d'optimiser la reprise du moment de flexion. C'est tout le problème d'ailleurs de la précontrainte par fil adhérent. Donc là ici, on va voir donc l'installation de ces gaines de polyéthylène haute densité. Alors pourquoi en polyéthylène haute densité? Tout simplement parce que comme ça sera pas enrobé dans le béton mais extérieur, du coup il faut protéger les torons de la corrosion, et donc par conséquent la nécessité d'utiliser des gaines en polyéthylène haute densité. Donc ils sont enfilés à l'intérieur du tablier. Et une fois qu'ils ont été enfilés à l'intérieur, ils sont soudés de façon à ce que ce soit parfaitement étanche. Donc on voit ici les procédures de sciage et de soudure des gaines qui vont recevoir les torons. Donc ils passent à travers nos raidisseurs, comme on a dit tout à l'heure. On voit ici au niveau de l'ancrage sur le voussoir avec la tulipe, et vous voyez, vous avez vu cet acier en spirale qui est autour là pour fretter le béton, et on vient enfiler dans la tulipe, emboîter dans la tulipe les gaines en polyéthylène réticulé. À l'intérieur, on va faire passer donc nos câbles de part en part. On va récupérer ces câbles. Ils vont être sciés une fois qu'ils ont été traversés. On laisse suffisamment de longueur pour pouvoir ensuite les mettre en traction. Donc on voit maintenant cette étape où on voit le vérin dont vous avez vu les coupes et la cinématique de réalisation. On le retrouvait bien ici. Pour faire la mise en précontrainte, donc le vérin va reculer pour mettre en tension le câble, et ensuite vous avez donc là ils sont en train de le mettre en traction. Puis ensuite, quand on va relâcher, vous allez avoir les morts qui sont sur la tête, qui s'appuient sur la tulipe, qui vont venir serrer et empêcher la rétractation du câble de précontrainte. Ensuite, il va y avoir cette phase de protection des tors à l'intérieur des gaines techniques, donc après avoir scié les excédents. Donc là, on est dans la phase où on coupe les excédents d'acier qui ont servi à la mise en tension. Et maintenant, on vient placer le pot, visser, et on va injecter. Alors je vous l'ai dit, ça peut être un coulis de bentonite ciment, mais après on peut plus remettre en traction. Ça peut être de la graisse, parfois de la cire, qui va être injectée dans la gaine jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'air à l'intérieur, d'où ces évents. Vous voyez ici, un peu comme un robinet de purge pour éliminer l'air à l'intérieur des gaines techniques pour éviter les phénomènes de corrosion.
Alors ça clôt notre premier exemple. Et puis je vous ai mis une petite variante. Alors pour être franc avec vous, ce n'est pas un pont, mais c'est la mise en œuvre dans une poutre précontrainte. Donc cette fois-ci, les gaines techniques sont en inox et elles sont encastrées, elles sont à l'intérieur de la poutre. Et on va voir, vous allez avoir la possibilité de voir justement les coffrages pour réceptionner les tulipes, etc. Donc vous voyez les gaines techniques qui sont en train de placer à l'intérieur de la poutre. Hein. C'est pas des travaux publics, hein. Je vous le dis tout de suite, mais au moins ça permet d'illustrer un petit peu cette variante. Vous voyez, c'est pas tout à fait le même type. Donc on les fait traverser et on les positionne aussi. Hein. C'est toute la difficulté, surtout quand vous avez des poutres qui sont particulièrement armées. Donc vous voyez qu'elles montent, elles descendent. On doit être sur un appui ici. Donc l'objectif, c'est qu'elles soient en dessous. Ces fameux aciers de frettage que l'on va mettre autour des tulipes, pour éviter que quand la pression de la platine viendra s'appuyer sur le béton ne va exercer ses charges, que ça éclate le béton localement. Donc là, ils sont en train de préparer le coffrage pour poser justement les têtes avec la tulipe. J'aurais peut-être dû couper un petit peu. Donc là, ils sont en train d'ouvrir l'ouverture pour pouvoir poser justement vous voyez, les têtes. Alors c'est pas tout à fait la tête, hein, c'est plus la platine de répartition de la charge. Vous aurez au moins vu un coffrage une fois. Donc on voit les tubes, hein, vous voyez qu'ils sont en partie supérieure, c'est normal puisqu'on a une inversion du moment de flexion. Hein, donc c'est logique qu'on les retrouve en partie supérieure. Et voilà le coffrage d'about qui est mis en place. Donc on voit nos têtes d'appui avec le début de la tulipe et emboîté avec les gaines. Donc elles sont mises en œuvre. Hein. Il ne restera plus derrière qu'à réaliser le bétonnage de la dalle. De la poutre, pardon. Donc là, ils sont en train de mettre en place les câbles avant de couler le béton. Mais ils ne sont pas encore mis en tension. Ça se fera a posteriori. Hein. C'est le principe même de la poste précontrainte. Alors, vous avez vu, ils enfoncent un petit manchon. C'est pour permettre de facilement rentrer, c'est un peu comme un furet, dans la gaine technique. Sinon, ça risque de coincer un petit peu si on l'enfilait directement dessus. Et l'acier, vous voyez qu'il va être ancré de l'autre côté, donc ça c'est le côté opposé, de façon à créer un ancrage dans le béton. C'est un cas particulier ici. On voit les évents justement pour pouvoir injecter après. Hein. Et on voit l'acier, le fameux acier en spirale qu'on a vu tout à l'heure, qui est autour de la tulipe. Donc tout a été préparé pour pouvoir bétonner la poutre.